Donc évidemment, c'est un sujet très vaste. Donc je vais être un peu technique et essayer de faire quelque chose de synthétique. Donc quand on dit les partenariats, évidemment, si on le veut ou pas, on est dans l'ère de la mondialisation, c'est-à-dire il y a une augmentation assez conséquente au niveau mondial dans tous les sens de ce qu'on appelle l'investissement direct à l'étranger, les fameux IDE dont on nous parle souvent. Alors ça peut prendre donc plusieurs formes. Voilà, d'abord, ça peut être simplement une entreprise privée, je ne sais pas, un Coca-Cola qui veut créer une antenne, une filiale en France. Donc, elle va créer une filiale. Donc, c'est une entreprise privée qui agit dans un pays étranger. Ensuite, ça peut être un hedge fund, ça peut être un fonds spéculatif, un fonds d'investissement agissant dans une durée plus ou moins courte, surtout pour obtenir des profits financiers, surtout à court terme. Y compris, on a vu des cas de fonds qui achètent des entreprises simplement pour les fermer, parce qu'ils possèdent d'autres entreprises qui fabriquent des produits de moindre qualité, et en achetant l'autre et en le fermant, ça ouvre le marché pour continuer à vendre des produits de mauvaise qualité. C'est soi-disant les avantages du libre-échange et de la mondialisation. C'est un problème. Ensuite, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui est beaucoup moins connu, qu'on appelle les fonds souverains ou les fonds d'État. Alors, ces fonds, très souvent, au début, ils ont été vus un peu comme le grand Satan, parce qu'en fait, ils ont une vision à long terme, ils ont une rentabilité à long terme, d'où très vite le soupçon qu'ils cherchent en fait de l'influence géopolitique, soit pour des raisons sécuritaires, stratégiques, pour le prestige ou pour ce qu'on appelle le fameux soft power, agissant avec une vision à long terme. Alors aujourd'hui, donc, selon l'estimation de la Caisse des dépôts et des consignations, on estime que d'ici 2020, en fait, les fonds souverains vont représenter 15% du total des actifs financiers sous gestion dans le monde, c'est-à-dire environ 15 milliards de dollars qui seront aux mains d'à peu près 140 fonds souverains. Selon le Fonds monétaire international, ce qui caractérise ces fonds souverains, c'est qu'ils sont possédés donc, et gouvernés par un gouvernement national et qui gèrent donc, comme je l'ai déjà dit, des actifs dans une logique du long terme. Alors, évidemment, on pense tout de suite aux grandes menaces de la Chine. Ah non, c'est raté, parce que le plus grand fonds souverain dans le monde, il n'est pas chinois, il est norvégien. C'est un fonds des retraites public donc en Norvège, qui par exemple en France possède 1 milliard dans les actions de Total, qui possède 500 millions de BNP Paribas. C'est contrôlé par un fonds souverain très discret, qui sont les Norvégiens, qui placent leur argent à long terme. Le deuxième, c'est Abu Dhabi, donc des Émirats. Ensuite, il y a le China Investment Corporation, qui est devenu très important, qui est un grand fonds souverain. Après, vous avez le Koweït, qui a été historiquement, depuis 1953, c'était les premiers qui ont créé ces fonds souverains. Et je peux continuer comme ça. Il y a le Qatar, qu'on connaît bien en France parce qu'il y a le Paris Saint-Qatar. Et il y en a d'autres. Juste pour dire que la question se pose pas seulement « je veux sortir de la relation un peu parfois obsessif entre la Chine et l'Europe, et replacer un peu la question dans le contexte plus large. » Alors, face à ces fonds souverains, donc il y a plusieurs attitudes possibles. On peut dire non, ces gens-là, on n'en veut pas. On ferme tout, on ferme les volets. C'est par exemple ce que font souvent les États-Unis. Par exemple, Dubai World avait acheté aux États-Unis P&O, qui est un des grands opérateurs des ports américains. Et donc, tout de suite, ça a été vu comme une menace totale pour la sécurité des États-Unis. Il y a eu une très grande campagne dans la presse pour dire, voilà, il y a un coup d'État en cours. À la fin, donc, Dubai World a renoncé carrément a revendu ses ports, ses équipements aux États-Unis pour pas avoir les effets négatifs. Ça, c'est une attitude qu'on doit condamner. Ensuite, il y a une autre attitude, c'est de faire de open bar, c'est-à-dire nous sommes sous cette occupation financière
qui sont véhiculés à travers notre modèle néolibéral, qui nous poussent de plus en plus vers la faillite, en réalité, de nos entreprises. Et à ce moment-là, on peut, sous la pression, comme on a vu dans le cadre de General Electric, dire que le ministère de la Justice américain a dévoilé qu'on connaissait tous les dossiers sales de nos commerciaux, des bijoux de famille de l'industrie française. Et sous pression, on vend au plus offrant dans les meilleurs prix. Ça, c'est le open bar. Ce n'est pas du tout non plus quelque chose qu'on peut appeler une coopération gagnante-gagnant. La troisième attitude que nous défendons ici, c'est une coopération donc raisonnable, basée sur le développement mutuel. Et à ce moment-là, il faut fixer des règles. Alors, en France, la France a été pionnière parce que, à travers la Caisse des dépôts et des consignations, qui est une très vieille institution, on a travaillé très tôt sur définir des partenariats. Quelles sont les meilleures conditions pour ces partenariats? Donc, on a créé en France en 2009 le Club des investisseurs à long terme. En 2011, le Institutional Investors Roundtable. Et en 2014, donc, surtout, on a créé en France, qui était la section donc, CDC Entreprises. CDC Entreprises, c'est devenu la BPI, la Banque publique d'investissement, et une autre branche de la Caisse des dépôts. Donc, on a créé CDC International Capital, qui est donc devenu leader aujourd'hui d'une nouvelle catégorie de fonds souverains qui sont un peu différents. Dans des pays qui ne sont pas exportateurs de capitaux, donc un pays comme la France, mais qui sont demandeurs. Nous sommes demandeurs que les capitaux viennent s'investir chez nous. Ces véhicules sont en quelque sorte des fonds souverains de contrepartie, en capacité donc de co-investir à part égale avec des fonds souverains étrangers, en créant des alignements d'intérêts pour les attirer dans notre économie, tout en gardant la main sur les technologies sensibles ou dans les domaines qui touchent à la sécurité nationale. CDC-IC, sa capacité aujourd'hui est à peine de 4 milliards, bien que la Caisse des dépôts, elle a 400 milliards d'actifs sous gestion. Mais c'est CDC-IC qui travaille avec le Qatar, avec le Bahreïn, avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie, la Chine, avec la Corée. Alors, quelques exemples de réussite ou de choses qui montrent ce côté gagnant-gagnant parce qu'il y a un investissement à part égale. Donc, ce n'est pas la Chine qui achète, ce n'est pas les étrangers qui achètent notre pays, mais nous créons quelque chose de nouveau avec les partenaires étrangers où nous sommes en position de co-direction de ces investissements. En 2012, donc, CDC Entreprises, avec la China Development Bank, a créé Cathay Capital. En 2014, mais ça c'est plutôt au niveau industriel, il y a eu le fameux accord entre PSA et Dongfeng, où donc l'État français et Dongfeng, chacun a investi 800 millions d'euros, donc qui a été injecté dans Peugeot, en échange de l'ouverture pour Peugeot sur le marché chinois. Et en 2015, et ça il ne faut surtout pas le dire à Paris, ah bon, on y est déjà, c'est que la Chine en fait a investi 1 milliard dans le Grand Paris. C'est-à-dire la Caisse des dépôts a investi 1 milliard et la China Investment Corporation, donc le plus grand fonds souverain chinois, a mis 1 milliard pour investir dans le Grand Paris, pas seulement dans l'immobilier, mais dans les métros et dans les infrastructures. Donc il est possible, en travaillant dans des bonnes conditions, d'avoir une situation où les fonds souverains étrangers puissent investir correctement et dans des conditions de respect mutuel et de confiance dans l'économie française. L'exemple le plus récent, ça a été maintenant le sauvetage de Arc International. Vous savez, c'est un producteur de verre dans le nord de la France qui était au bord de grands problèmes. Le 19 mai, CDC International Capital, avec le fonds souverain russe et le fonds souverain du Bahreïn, a mis de l'argent pour sauver Arc. Alors, ça c'est la carte des investissements directs chinois dans la zone de l'Union européenne. Donc vous voyez, on dit oui, c'est terrible, les Chinois, ils ont acheté la Grèce.
Alors, je vois sur la carte, en Grèce, 405 millions d'investis. En France, presque 6 milliards. Donc, alors, est-ce que nous avons besoin d'investissement en France? La réponse est oui. Pourquoi? Depuis 50 ans, il n'y a pas vraiment une vision industrielle, infrastructurelle au niveau des infrastructures en France. On doit investir au moins 250 milliards dans les transports de l'énergie et du transport. Nous sommes victimes du dogme de la rentabilité immédiate. On l'a vu lors du débat sur le canal de Seine-Nord. Si vous me trouvez un économiste capable de montrer la rentabilité d'un canal en France, je vous paye une bouteille de champagne. On ne les trouve pas, ça n'existe pas, parce qu'ils ont une vision comptable et ils ne comprennent rien à l'économie physique. Le dernier qu'on peut trouver dans l'histoire de France qui avait vraiment compris la notion de connectivité s'appelle Charles de Freycinet. C'est à la fin donc, du 19e siècle, qui, au même temps, a lancé des équipements portuaires et l'investissement dans les canaux et dans le chemin de fer pour créer l'arrière-pays, le hinterland, permettant effectivement à ces ports de prospérer. Donc aujourd'hui en France, nous avons une triple urgence d'investissement, les ports, les canaux et le fret ferroviaire. L'exemple même, c'est le Havre. Donc il faut doter les grands ports maritimes d'infrastructures. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un couloir de fret ferroviaire qui va de Rotterdam à Lyon. Mais il ne va même pas jusqu'à Marseille. Donc Marseille, aujourd'hui, le plus grand port de France s'appelle Anvers. C'est-à-dire que les 2/3 des marchandises produites en France pour l'exportation partent par Anvers, Rotterdam et Hambourg. La région de France qui est le plus axée à la mer, ce n'est pas la Bretagne, ce n'est pas la Méditerranée, c'est l'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine, c'est la région qui a l'avantage compétitif pour son accès maritime aujourd'hui. Donc c'est là où on a les meilleurs prix. Si vous produisez pour exporter en Chine ou aux États-Unis, vous avez tout à fait intérêt de vous installer en Alsace-Lorraine. Parce que le reste ne marche pas. Par exemple, le port du Havre, on a fait port 2000 en 2000, on a fait un nouveau port container, sauf qu'à la fin, on a dit qu'il n'y a plus d'argent pour finir. Donc on n'a pas fait une écluse. Il fallait une écluse entre le terminal des conteneurs, c'est le premier port de conteneurs de France, hein, le Havre. C'est le deuxième port de France, mais premier au niveau des conteneurs. On n'a pas fait cette liaison, ce qui fait que pour les barges poussées permettant d'amener les conteneurs du Havre à Paris, il faut d'abord les décharger les bateaux, les amener dans un centre multimodal, recharger. Donc on va multiplier les opérations dont les coûts, donc on perd de compétitivité. Aujourd'hui, 89% des conteneurs qui arrivent au Havre repartent en camion. D'accord ? 89%. Les 11% qui restent, c'est le ferroviaire et le fluvial. C'est très très peu par rapport à nos voisins du Nord, où ce pourcentage est entre 20 et 30% pour le fluvial et le ferroviaire. Donc là, vous voyez la carte des grands axes de transport fluvial. Vous voyez que nous vivions en France dans un cul-de-sac. Et donc, le Seine-Nord va permettre déjà de connecter l'axe Aropa, donc le Havre, Rouen, Paris, avec tout ce réseau du Nord. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle la fameuse patte d'oie, c'est-à-dire le Rhin-Rhône, donc relier tout l'ensemble de la Saône et du Rhône, du Sud, de le connecter, aussi bien donc avec la Meuse, avec la Marne et avec le Rhin, par ces interconnexions. Donc ça, c'est l'urgence fluviale. L'urgence ferroviaire, donc ça, c'est l'évolution du fret ferroviaire en France entre 2003 et 2013. Vous voyez que même en Allemagne, on n'a pas fait beaucoup, mais on a quand même remonté des 43% le fret ferroviaire. En France, ça a chuté de 31%. Exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, on est au point où les gens du Havre demandent à la SNCF de construire
un transport rapide entre Paris et Le Havre pour dégager les voies actuelles pour pouvoir transporter du fret. Parce qu'on a décentralisé, donc tous les trains régionaux, tout le monde marche sur le même réseau, donc il faut au moins faire une séparation des flux, c'est-à-dire d'avoir des réseaux dédiés pour le fret et des réseaux dédiés pour le trafic voyageur. Donc si on fait une nouvelle ligne, alors on peut discuter si c'est TGV, maglev ou arrêt au train, on peut dégager les voies existantes et complètement permettre aux marchandises qui arrivent au Havre de repartir en train. Aujourd'hui, on se bat pour électrifier. Sébastien va en parler. En Afrique, maintenant, il y a des lignes électrifiées. Dans le nord de Paris, il y a des lignes qui ne sont pas électrifiées. Et on se bat pour les électrifier. Alors, pour conclure, en fait, la grande percée, ça a été donc l'accord signé le 14 novembre 2016 pour la création d'un fonds sino-africain en pays tiers. C'est-à-dire que la Chine, en réalité, est venue proposer à la France d'investir 50 milliards dans des grands projets en Afrique, des routes, des hôpitaux, des trains, des barrages, etc. On a fini avec un petit fonds de 300 millions. Pourquoi ? Parce que la Caisse des dépôts a dit on est désolé, nous on aimerait bien donner plus, mais on n'a pas de quoi. Donc, parce que si effectivement, si on veut investir égal à égal, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Dans le contexte financier monétaire actuel, du garrot que nous impose l'euro et les critères de Maastricht, c'est absolument impossible. Pour conclure, donc, je dirais, avec ces fonds souverains de contrepartie, nous disposons potentiellement d'un cadre légal, financier, juridique intéressant qui peut faciliter ces investissements chinois en France et franco-chinois en Chine et ailleurs. Le premier grand projet qu'il ne faut pas louper, c'est le projet des Hinkley Point. C'est la première fois que la France et la Chine vont construire ensemble des centrales nucléaires dans un pays tiers. Et c'est le début. Si cela marche, on peut même Jean-Marc Ayrault, qui n'est pas toujours un héros, il a dit Hinkley Point est un très bon exemple de ce qu'on va faire ensemble, remporter des contrats sur les marchés tiers, et c'est là dans tous les secteurs. C'est un modèle que nous soutenons partout, y compris en Afrique, y compris en Asie. Donc pour que ce trilogue sino-franco-chinois puisse marcher, il faut la confiance. La confiance, comme le disent les Chinois, c'est comme la porcelaine. Il ne faut pas les brécher, car elle ne se répare pas. La France a un rôle important à jouer dans ce rôle de médiateur de la confiance entre ces deux cultures complexes qui sont l'Afrique et la Chine. Merci. Bien, merci bien, merci. Merci Veriken. J'aimerais savoir quel est l'intérêt de faire venir des produits chinois qui sont quelquefois contrefaits, qui sont quelquefois des produits qu'on fabriquait auparavant en France, qui ne sont pas de bonne qualité et que personnellement, moi, je refuse d'acheter. Si on ne progresse pas, on tombe, cher monsieur. C'est ça la réponse. Par exemple, dans toute la Picardie, nous coupons les peupliers, d'accord ? Mais nous exportons des grumes vers la Chine via Le Havre. Nos fabricants de meubles, au lieu d'investir en France et de nous doter des meilleures machines permettant de transformer le bois pour qu'on puisse avoir des bois pour nos meubles, nos fabricants de meubles, qui s'appellent Ikea par exemple, ils vont en Chine acheter notre bois. Donc si vous voulez, la course, ce que vous soulignez est juste, mais c'est le résultat, non pas... Ce qui est inquiétant, ce qui m'inquiète, c'est non pas ce que font les Chinois. Ce qui m'inquiète, c'est ce que nous ne faisons pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'investir dans les technologies de pointe de l'avenir, qui souvent sont même des brevets français, que les Chinois vont acheter et mettre en application chez eux. Donc, si vous voulez, vous recevez dans la tête, en boomerang, quelque chose que c'est nous-mêmes qui l'avons lancé. Merci bien.